Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le Lean Digital et notamment comment intégrer du digital dans vos démarches de transformation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, cette webconférence sera animée par Guillaume Redon, consultant chez XL Group, Michael Sylvestre, consultant manager également chez XL Group, et nous aurons également Jérôme Mini, responsable activité logicielle BPM et collaboratif chez Alma. Alors, avant de commencer la webconférence, juste quelques petites règles. Pour le confort de tous, vous avez pu remarquer que vos micros et vos caméras sont coupés. Vu qu'on a quand même pas mal de monde, ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser tout au long de la session via le petit module de conversation où vous êtes en train de nous dire bonjour. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la session et les animateurs essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez bien tous ces éléments via un mail que je vous enverrai normalement lundi. Alors, avant de commencer, je vous fais juste une petite présentation de la société XL Group. Alors, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 35 ans et nous avons une antenne à Paris, Grenoble, Reims, Lorient et Lille. Et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à nos trois animateurs et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Ok, bonjour, bonjour Camille, merci pour cette introduction et bon, merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité sur cette nouvelle conférence qu'on va donc consacrer au Lean et au digital. On en fait en général une par an. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être notre métier chez XL, c'est de transformer les entreprises. Et pour transformer, on utilise le Lean. Vous nous connaissez et vous venez nous voir régulièrement pour cette raison-là. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on va venir combiner notre approche Lean. On va la reparcourir, bien sûr, en repartant de son essence même. Et on va venir combiner cette approche Lean avec du digital qui nous amène de nouvelles opportunités, mais aussi parfois, malheureusement, de nouvelles limites qu'on ne suspectait pas forcément. Donc, l'idée, c'est de parcourir à la fois les opportunités et les limites qu'on peut croiser ensemble d'un point de vue un peu théorique, peut-être dans un premier temps, ce qu'on peut voir chez un panel représentatif de clients qu'on a chez XL, et puis de venir cibler ça dans un deuxième temps avec Jérôme qui nous fait le plaisir d'être avec nous et que je remercie encore, avec qui on a pu travailler chez notamment la société Bluewell sur Montauban qui m'a autorisé à citer leur nom, et sur un exemple de développement métier qu'on a pu faire avec eux d'une manière un peu différente, un peu plus agile. Et du coup, on a utilisé des techniques, des technos un peu nouvelles que nous présentera Jérôme dans ce cas pratique. Et enfin, on ouvrira le débat sur l'impact de toute cette vitesse et cette accélération qu'on a à la fois d'un point de vue business, mais aussi sur nos systèmes d'information. Et on parlera des départements systèmes d'information qui sont au cœur de nouveaux enjeux et du coup un peu sous tension parfois pour différentes raisons. Et on verra comment est-ce qu'on peut travailler ça avec eux dans nos démarches de transformation toujours, avant de conclure sur cette webconf. N'hésitez pas encore une fois à venir poser vos questions dans le chat. Mes collègues feront plaisir de les lire et de m'interrompre si besoin, et inversement quand ce sera à votre tour, messieurs. Merci encore. Donc, je vous l'ai dit, notre métier, c'est de transformer. Transformer, ça démarre par un diagnostic, un état des lieux. Il y en a qui appellent ça un audit, mais on n'aime pas ça du tout parce que l'idée, c'est d'aller voir les problèmes et pas de les planquer. Donc on parle d'état des lieux, et dans cet état des lieux, on va venir relier les enjeux de l'entreprise, enjeux métier, enjeux business par rapport à son secteur, à son marché et à sa vision stratégique. On va venir relier donc ces enjeux-là aux forces et aux faiblesses de l'organisation, des différents métiers, de toute l'organisation qu'on va venir cartographier pendant 1 à 2 semaines, ça dépend en fonction du périmètre. Et cet état des lieux-là, il va nous amener à avoir notre première feuille de route qui va venir combiner en fait des améliorations, des besoins en transformation, et nous amener des actions rapides et ciblées. Donc ça, c'est l'organisation qui va souvent les faire par elle-même autour de décisions qui étaient déjà lancées. Et en parallèle de ça, nous, on va venir lancer nos premiers chantiers de réduction. Quand on parle de Lean, on parle de gaspillage, soit des enjeux qualité, des enjeux de délai, des enjeux de sécurité, de sérénité dans les équipes. L'idée étant de relier tout ça pour venir améliorer nos coûts et transformer notre chaîne de valeur globale.
Donc ça, c'est l'essence même du Lean. Et en parallèle de ces améliorations process, on va venir commencer à retravailler aussi la manière classique de piloter ces process qu'on va optimiser, de manière à le faire à fréquence beaucoup plus courte. Et là, je vous invite à aller revoir un thème que je ne vais pas creuser aujourd'hui, mais le management visuel et l'animation intervalle court pour venir détecter plus vite et plus tôt nos problèmes afin de les résoudre et du coup de repasser dans les 2 pavés que je viens de voir pour continuer à faire évoluer nos process. Donc ça, c'est l'essence même de ce qu'on fait chez XL et ce qu'on fait depuis des années. Et forcément, depuis plusieurs années, même décennies, ça arrive, mais c'est vrai que ça s'accélère encore. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer, comment est-ce qu'on doit intégrer du digital dans nos démarches, à quelle dose et à quel moment, et avec quelles limites parfois, en fonction de notre organisation. Donc ça, c'est le but de cette webconf. On va creuser juste maintenant. Guillaume, du coup, va nous présenter un peu ce qu'on peut avoir de manière traditionnelle en fin de phase 1, donc de diagnostic et d'état des lieux en matière de digital. Voilà, donc nos diagnostics, ils sont aussi orientés sous l'angle du digital et suivant les différents échanges et puis ce qu'on va pouvoir observer chez nos clients, une première force, enfin, en tout cas une force qu'on voit, c'est que finalement, on a quand même des organisations qui ont pas mal de connaissances, de compétences en digital, alors peut-être des fois une vision différente, mais en tout cas, l'organisation, elle est prête, elle est capable de créer, elle est capable d'adapter des outils, de les adapter au process, bon, avec les travers qui vont avec, hein, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on pourra bloquer. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, par contre, d'un autre côté, et vu qu'on a tendance à être vachement créatif, on va avoir un nombre d'outils importants. Ça, c'est un premier sujet, ces fameux fichiers Excel qui sont un peu partout et qui ne sont pas forcément partagés avec des calculs qui ne sont pas toujours les mêmes, et donc on n'est pas toujours d'accord. Et puis, l'information, elle est assez multiple et ça va poser souci quand on échange. Et puis, un autre point, c'est que des logiciels, des outils, des systèmes d'information, on en a. On ne les utilise pas toujours comme on devrait. Et on a surtout des fonctionnalités qui sont méconnues ou qu'on n'a pas finalement creusé dans les développements. Donc ça ouvre pas mal d'opportunités. Donc, c'est dans les mœurs hein, d'aller chercher des outils digitaux pour s'améliorer aussi. Et donc, on voit qu'il y a des automatisations possibles parce qu'il y a des tâches qu'on fait régulièrement, des enregistrements qu'on fait régulièrement. Et finalement, utiliser un humain à faire de l'enregistrement, c'est pas utiliser de la valeur, pas utiliser les cerveaux et finalement, pas utiliser ce temps qu'on pourrait avoir pour aller chercher de l'amélioration. Et puis, en termes d'opportunités, on a aussi un petit paquet de logiciels, d'outils qui existent, qu'on avait développés dans une précédente webconférence. Et je vous invite à aller la voir pour voir que suivant les usages, suivant les besoins, on a quand même pas mal de logiciels aussi, pour nous, des partenaires avec qui on travaille pour les couvrir. À côté de ça, on a quand même un certain nombre de menaces. Alors, c'est les nouveaux entrants, des nouveaux logiciels qui peuvent arriver sur le marché, qui derrière vont faire que c'est des nouvelles techno, vont faire qu'il va y avoir une certaine obsolescence, va faire aussi qu'il peut y avoir des usages différents. Et finalement, ces nouveaux entrants, ils sont sous 2 aspects. Ils sont sous un aspect qui va être des logiciels qu'on utilise déjà. Voilà. Et puis aussi en termes de concurrence. C'est-à-dire que si vous avez un concurrent qui arrive sur le marché avec une offre disruptive qui intègre du logiciel, il va des fois être plus visible et puis il va pouvoir prendre des parts. Et c'est ce qu'on avait pu voir avec les ruptures techno de type smartphone. Alors ça commence à dater un petit peu, mais entre le téléphone conventionnel et le smartphone, aujourd'hui le téléphone conventionnel, sa part de marché est quand même assez faible. Et puis, si on regarde dans l'automobile, avec l'arrivée des voitures électriques, mais surtout des voitures qui intègrent énormément de logiciels, qui se mettent à jour régulièrement et qui donnent aussi cette sensation d'avoir des fois un nouvel outil différent à chaque fois, avec des nouvelles fonctionnalités et du plus, quoi. Donc voilà pour cette part-là. Et un point qui n'est pas négligeable et qui est souvent un point je ne sais pas si c'est de crispation, mais un point de blocage et qui va faire qu'on va des fois avoir du mal à aller
souvent pour des bonnes raisons, chercher des nouveaux outils et faire gaffe justement à pas toujours trop ouvrir, c'est la cyberattaque, quoi. Donc la cyberattaque, c'est rarement un bon moment, c'est assez traumatisant et donc peut avoir tendance à fermer un petit peu le développement de nouveaux outils. Je me permets de répondre à une question, Guillaume, à Oui. côté, et on y reviendra dessus à la fin. Concernant les logiciels intéressants à utiliser le digital, pensez-vous à Jira? On parlera de la partie pilotage et la partie projet informatique plutôt sur la fin. On reviendra dessus, Pascal. Hein, je vois votre question. Je n'oublie pas. Voilà. Donc des logiciels, on en utilise, des systèmes d'information, des systèmes informatiques, toute cette partie-là. Mais les retours qu'on peut avoir des équipes OP, c'est OK, bon, on a un outil, voilà, on y rentre des données dedans, mais finalement, il est il est peu ou pas adapté à mon besoin. Donc, je comprends pas toujours ce qu'il nous demande, ce qu'on doit mettre dedans. Voilà, des fois, j'ai pas forcément été formé aussi à son usage, donc j'ai pas forcément la vision de tout ce que pourrait faire l'outil. Donc on se dit qu'il est peut-être pas adapté au service. Et puis moi, je peux pas faire ce que je veux avec, donc je peux pas le modifier. Parce qu'il n'est pas évolutif et il n'est pas à ma main, hein, c'est un peu ça. Donc on va pas ou peu l'utiliser, donc il va vieillir finalement, et puis il sera pas aussi performant qu'on le souhaite. Et puis, de toute façon, quand j'ai des demandes, que je les remonte, elles sont pas forcément prises en compte, donc je passe à autre chose. Donc, au mieux, j'utilise les données que j'ai dans mon système, si j'arrive à les extraire. Au pire, je me fais mon petit fichier Excel à côté. Et donc, on se retrouve avec des développements qui ne sont pas utilisés ou peu utilisés. Donc, des développements, c'est pas gratuit non plus, donc c'est un gaspillage financier. Voilà, on a aussi passé énormément de temps avec plusieurs équipes pour bosser dessus. Et puis, on a ces fameux fichiers Excel où on va faire des saisies à l'intérieur, des saisies qui sont alors au mieux dans un SharePoint ou autres qui sont partagés, au pire dans un dossier, dans un ordinateur, avec tous les risques de fuite ou de perte d'informations. Donc là, l'intégrité des données, c'est souvent un peu limite à ce niveau-là. Et puis le travail est dégradé, c'est-à-dire qu'on va souvent faire des ressaisies, donc perdre en prod, des équipes qui sont derrière à se frustrées, et puis des informations perdues, quoi, lors des saisies. Puis des saisies manuelles, c'est pas négligeable en termes de risque de risque d'erreur de saisie. Donc voilà, donc c'est pas toujours très fou au niveau de ce qu'on utilise dans l'entreprise. Et donc, le constat aussi en diagnostic, c'est que on a des services qui sont très peu digitalisés, très peu automatisés, en tout cas à la hauteur de ce qui pourrait être fait, quoi. Donc, nos systèmes d'information, on les informe plus qu'ils nous informent finalement. Et donc, derrière ça, on va avoir une grande variabilité des besoins d'équipe. Oui, parce que chaque service va avoir des besoins différents, voire même à l'intérieur du service, on a des besoins différents. Donc, vu qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'on veut, et finalement, on ne développe pas ce dont on aurait besoin. Vu que la demande elle n'est pas claire et qu'on a des services informatiques qui sont quand même assez limités en ressources, qui peuvent à la fois gérer du support, du dépannage et du développement et des prestats externes pour développer, finalement ils disent bon écoutez, nous on est à ressources limitées et votre demande elle n'est pas claire, et donc qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc on peut avoir des points de blocage à ce niveau-là. Et des équipes qui sont finalement réticentes à passer au digital, alors pour plusieurs raisons, hein. C'est finalement, vu qu'on ne développe pas ce dont j'ai besoin, et puis vu que le logiciel qui va arriver ou le système qui va arriver, il ne sera pas adapté à mon besoin, j'ai pas forcément envie de changer, surtout que j'ai développé tous mes petits fichiers à côté avec le précédent, donc ça veut dire qu'il va falloir que je change, donc une certaine résistance au changement. Ça peut être aussi, bon, un nouveau système digital qui arrive, bah, moi, je vais encore rentrer des données dedans, donc ça va me faire perdre du temps. Peut-être que ça va servir à me fliquer. Peut-être aussi que, on parle des fois
des différents âges. Moi, je suis peut-être un petit peu vieux pour y passer, alors qu'on se rend compte que finalement, les équipes, elles y arrivent bien. Ça peut être aussi des différences de vision suivant les personnes. En fait, c'est de la résistance au changement, de la réticence, et c'est vraiment multiple. Et donc là-dedans, finalement, on perd beaucoup de temps. Hein, on perd pour des équipes souvent qui sont en plus limitées en ressources. Et puis, vu que je ne sais pas ce que je dois mettre dans mon logiciel, je ne sais pas ce que je dois mettre comme saisie, je ne vais pas forcément avoir toutes les données qui sont rentrées dedans, je vais perdre des informations et je ne vais pas pouvoir les utiliser derrière. C'est ça tout le paradoxe, c'est que j'ai une cliente qui me disait il y a pas très longtemps, justement, en fait, gérer de l'informatique, gérer de l'IT, en fait, c'est gérer de la pénurie en permanence. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, dans son organisation, il y a toujours plus d'idées, plus de besoins qui arrivent, pas forcément clairs, mais par contre, face à des ressources tellement limitées qu'il y a un besoin de mieux prioriser ensemble, et ça, c'est pas toujours assuré. Et on en parlera juste après. Et au-delà de ça, nous, d'un point de vue Lean, on parle souvent de standards dans les équipes. Et quand on n'a aucun standard, aucune pratique commune à l'intérieur d'un même service, l'expression du besoin, elle est juste pas possible en fait. Donc, si on veut gérer de la pénurie sur les bons sujets, à un moment donné, il faut travailler en amont sur cette partie variabilité et standard pour avoir des résultats plus impactants. Donc, on aura besoin de travailler sur cet axe-là. Elle avait raison. Exactement. Je me permets d'avancer. Yep. Donc, je vous le disais, merci Guillaume pour cet état des lieux en matière de digital. Quand on fait du Lean et qu'on transforme, on va aussi commencer par transformer la manière dont on gère des projets. La manière la plus classique et conventionnelle qui consiste à avoir des projets qui durent de 2 à 12 mois. Et finalement, nous, on cherche à accélérer les flux. Alors là, pas de produits ni d'informations, mais le flux de traitement du projet pour faire en sorte que dans un projet conventionnel dans lequel on va avoir un premier temps fort de lancement, de kick-off, de démarrage, de on s'aligne, on est tous d'accord, on se tape dans la main pour avancer et on y va. Ça, c'est la partie verte de début. Et puis, plus le projet va avancer dans le temps, plus on va constater en fait que cette partie verte, qui est le temps consacré à faire avancer le projet, les actions ou les décisions, elle va être de plus en plus sporadique au profit de temps rouges différents qui sont du travail sur d'autres projets, sur d'autres priorités, sur des personnes qui sont plus là, voire sur des responsables qui sont partis, et du coup, je reviens au départ parce que mon cadrage n'était pas le bon et j'ai une nouvelle vision qui va changer, donc de nouvelles urgences. Et donc, notre méthode classique, elle nous amène à avoir des projets qui durent trop longtemps et du coup, qui va décaler aussi non seulement le gain en termes de gains financiers, de temps, de qualité, etc., tout ce qu'on peut mettre en place quand on fait du Lean, mais au-delà de ça, qui va aussi nous amener des frustrations parce que pendant 12 mois, vos équipes, elles n'ont pas changé de pratique. Donc, la vraie question, c'est si on veut vraiment accélérer notre transformation, c'est comment est-ce qu'on arrive rapidement à déclencher des changements de pratique qui amènent des premiers résultats. Donc, c'est là qu'on va amener notre logique de Kaizen, en tout cas d'amélioration, de chantier Kaizen, d'amélioration tel qu'on peut les mener. Et là, vous avez aussi des webconf là-dessus. L'idée étant de concentrer le temps d'amélioration sur un temps beaucoup plus court, 3 à 5 jours, et en se disant, et on fait quoi de différent la semaine prochaine? Et pour que ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment bien ciblé sur le pourquoi on veut changer et qu'est-ce qu'on veut changer vraiment. Il faudra qu'on soit très précis dans notre cadrage en amont, justement pour qu'on ait quelques pratiques qui changent, mais qui changent vraiment pour avoir déjà des gains. Alors les gains, ils ne sont pas de 100% par rapport à ce qu'on visait, ça sera un petit peu ambitieux par rapport au temps qu'on y a passé, mais si déjà en 5 jours, vous avez amélioré 50% votre niveau de qualité de service ou votre délai ou vos coûts sur un domaine particulier, bien sûr pas sur toute l'entreprise, alors à ce moment-là, vous amenez de l'énergie et vous remettez dans une dynamique de changer différemment et rapidement et régulièrement. Et puis rappelez-vous, une fois qu'on a passé ces 5 jours, on va passer un petit mois pour mener les actions qu'on n'aura pas eu le temps de terminer, il y en a quand même toujours. Et puis une fois qu'on a fait ça, je vous l'ai dit en introduction, on a travaillé en amont sur la capacité à piloter notre nouveau process et de se dire, tous les jours, je regarde qu'est-ce qui pourrait un peu changer, quels sont mes problèmes pour continuer à faire évoluer mon process, mais par les équipes elles-mêmes dans les opérations. Et là, du coup, on fait le lien entre notre transformation et les équipes pour amener à la fois de la sérénité et du gain et vérifier que ça tient dans le temps. Donc, on va ramener cette logique de transformation dans la méthodologie de projet. Et dans le digital, on va avoir la même chose. On va chercher à avoir ces moments de rupture. Ça, c'est la petite roue qu'on vous montre régulièrement. C'est qu'on a une dynamique d'amélioration qui est continue. Et puis, de temps en temps, on va venir faire ces ruptures que vous voyez là sur mon écran. Ces ruptures qui vont nous amener ces changements de pratique.
en informatique, on va chercher à casser le mode projet traditionnel. Si je reviens en arrière, ce projet traditionnel-là, c'est ce qu'on appelait, pour les plus anciens d'entre nous, le fameux cycle en V qui commence par une belle expression de besoin, qui va durer 3 à 6 mois pour un nouvel ERP, qui va découler sur des spécifications fonctionnelles, des techniques, puis des développements, plus d'intégration. Et si tout va bien, dans 3 à 4 ans, vous avez un nouvel outil sur la base de 3 à 6 mois d'expression de besoin, là où votre business il a changé, là où vos équipes ont changé, et là où les gens qui ont exprimé leurs besoins ne savaient même pas ce que pouvait faire l'outil. Résultat, vous avez une certaine frustration dans l'équipe. Donc là, on va chercher à casser cette logique de cycle en V trop long. Je parlais de 2 à 3 ans, mais parfois, bien sûr, c'est plus court, et au profit d'un processus beaucoup plus itératif qui va venir nous cibler non plus sur des améliorations de flux, mais sur des cahiers des charges par rapport à des fonctionnalités, par rapport à un enjeu métier. Et là, on va commencer à raisonner cahier des charges pour un produit minimum viable, cette notion qui est quand même assez fondamentale dans la partie méthode agile, et qui va nous amener du coup à mieux préciser ces besoins en évolution de fonctionnalité et quels gains elles vont m'amener jusqu'à les développer sur des temps beaucoup plus courts. C'est là qu'on va parler de sprint, et c'est toute la méthodologie agile type Scrum est basée là-dessus. C'est je réfléchis sur mon besoin en évolution par fonctionnalité de métier, quel est l'intérêt de telle ou telle fonctionnalité pour mieux les prioriser et les développer sur des temps beaucoup plus courts, entre 2 et 4 semaines, pour venir aussi les tester à fréquence plus courte pour que mes utilisateurs puissent créer et en tout cas puissent s'approprier plus rapidement en même temps et faire évoluer les produits, pour casser le constat et l'état des lieux que partageait juste avant Guillaume. Et puis pendant ce temps-là, itération par itération, ça va aussi nous faire progresser d'un point de vue métier, d'un point de vue compétence, et et finalement, on pourrait aussi faire différemment sur d'autres fonctionnalités et alimenter notre pipe de fonctionnalités et d'évolution demain. Donc si on fait ça, on a gagné, parce qu'on a aussi travaillé le silotage entre les équipes métiers et les équipes système d'info. Donc le lien entre notre méthode à nous de transformer par du Kaizen ou de transformer la partie gestion de projet par de l'agile, en fait, c'est exactement la même chose, adapté à des développements IT. Raccourcir les délais sur des temps plus courts, mieux ciblés, mais qui vont jusqu'au bout. Voilà, et les équipes voient que ça bouge, que ça avance, et peuvent tester, et on peut affiner en allant. Alors, en termes d'approche, hein, Mickaël, vous parlez de la méthode, enfin, en chantier Kaizen. Ce qu'on se dit, nous, c'est aussi que l'outil, ce qui est bon, c'est qu'il arrive plutôt dans la phase innovée, notre approche définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Alors pourquoi, hein, souvent, on voit l'outil et on aime quand même bien la techno, hein, faut pas se dire le contraire. Donc, on a envie d'y aller, mais il n'y a pas de mal à se poser des questions avant quand même, hein. Donc c'est déjà bien définir le besoin, bien définir le problème, pour préparer un cahier des charges qui va être adapté à ce qu'on fait. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de jeter un œil à ce qu'on a déjà, hein, parce qu'on veut toujours du nouveau, mais parfois on a déjà pas mal d'outils qui existent en interne qu'on n'utilise peut-être pas comme on voudrait. Donc on va pouvoir se rendre compte que l'outil, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? Mais en tout cas, voilà, on conseille vraiment de faire cette partie de définir, mesurer, faire la photo des flux actuels, hein, parce que digitaliser des flux avec plein de gaspillage, c'est des gaspillages digitalisés, hein, ça mène pas de valeur. De bien les analyser, de simplifier les processus, et derrière, ça permettra de plus facilement déployer l'outil. Et de toute façon, généralement, les intégrateurs, les développeurs, ceux qui vous proposent des outils vont vous poser certaines questions auxquelles vous pourrez répondre par rapport à ce que vous avez fait avant, hein, parce que... Et tout ça, c'est de le faire en mode chantier et de le faire en mode intelligence collective. Donc on retrouve aussi ce qu'on a dans l'agilité, c'est-à-dire que on intègre dès le départ les futurs utilisateurs, et puis on intègre dès le départ les services informatiques, hein, qu'ils n'aient pas la découverte d'un nouveau logiciel qui arrive en disant tiens, tu peux pas me le valider parce que j'en ai besoin, et ils font mais attendez, ça sort d'où ce truc-là, hein? Donc ça va aussi, ça arrive jamais, ça. Donc pensez à les intégrer dès le départ et à échanger avec eux, parce que nous on veut faire beaucoup de choses, hein, des fois en opération. Derrière il y a quand même des limites. Et donc le besoin, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve sur le terrain. Donc allons sur le terrain, allons voir les personnes, allons voir les flux. Et derrière, choisir, des fois, c'est renoncer, hein, c'est ce qu'on dit, c'est on va digitaliser les autoroutes, et puis les exceptions, on trouvera d'autres moyens de le faire, hein. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus manuel, mais déjà, tout ce qu'on peut automatiser, automatisons-le. Et c'est vraiment cette partie esprit du Kaizen, hein.
Ouais, Michael, C'est tu un débat voulais... qu'on a souvent Ouais. là-dessus, Guillaume, dans le Mm. digitaliser les autoroutes, c'est que on a souvent tendance à, quand on est en train de digitaliser, vouloir tout digitaliser, alors qu'en fait, il Mm. faut aussi se mettre d'accord en se disant, finalement, la part de l'humain, elle est où là-dedans? Et on va souvent faire confiance à l'humain pour gérer les exceptions en lui amenant les bonnes informations. Et par contre, toute la partie que tu disais, introduction, automatisation du 80% du flux, celle-ci, elle Ouais. doit passer sans qu'on s'en occupe. Et par contre, l'humain, lui, il va pas se retrouver à rien faire, il va se retrouver à gérer les exceptions de manière beaucoup plus fine. Et ça va nous amener les gains en performance derrière. C'est important de cette répartition entre l'humain la clarifier dès le départ aussi dans le projet, je pense. Ouais, Ça fait du bien aussi aux équipes de l'entendre. c'est exactement ça. On voit des fois qu'on a des saisies à un rythme un peu effréné. On se dit, celles-là, automatisons-les pour les autres données, travailler dessus et puis les analyser, hein. Donc, voilà. Donc, pas vouloir se lancer dans tout, pas vouloir tout digitaliser. Voilà, bah, il y a peut-être le produit erratique. Bah, celui-là, on va le passer plus en mode manuel. Exactement. Et donc, c'est là où eh ben, on va avoir le Lean et l'agilité qui vont bosser ensemble, hein. Donc, nous, on bosse, on fait assez bien le lien entre les deux et ça nous permet aussi bah, de pouvoir à la fois travailler avec les équipes IT et puis à la fois travailler avec les services plutôt orientés prod et opération ou exploitation. Pourquoi ça marche bien? Parce que finalement, on a vachement de points communs. Déjà, c'est des méthodologies, des approches, des états d'esprit qui sont orientés humains, hein, qui sont orientés clients, qui sont orientés équipe apprenante et autonome, donc avec ces notions de confiance, de solidarité et de collaboration. Voilà, on va résoudre les problèmes ensemble, on va pas les résoudre tout seul, et puis tout le monde y gagne. Et puis, plutôt pour l'approche outil, ben, on va trouver des outils qui sont assez identiques ou qui s'approchent vraiment, donc on n'est pas perdu, hein. Donc, cette partie de planification participative, cette partie de boucle courte avec des livraisons fréquentes, ces parties d'espace et de réunions très collaboratives avec chacun qui peut amener sa voix, et puis des indicateurs de pilotage. Donc, on y retrouve bah, du flux tiré du Kanban, hein. Le Kanban qu'on a sur la partie industrie, flux tiré, le juste nécessaire finalement de stock. Bah, sur le même principe, en projet, bah, chacun va pouvoir prendre une action dans la limite de ce qu'il est capable de faire. Et puis visuellement, on va voir les actions qui avancent, comme on pourrait voir bah, finalement les stocks qui avancent, qui sont transformés, et faire que voilà, bah, on a cette approche derrière donc le Kaizen, hein, l'amélioration continue, l'approche itérative de l'agilité, et tout ça bah, piloté avec l'ensemble des équipes pour que bah, réduire les temps de traversée et réduire les livraisons, les temps de livraison. Exactement. Je me permets d'accélérer un petit peu. On arrive du coup à un cas d'usage, un cas d'école un peu qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui avec Jérôme qui vous présentera plus la partie technique dans un deuxième temps, qu'on a pu mener avec la société Bluewell, qui est une société qui s'occupe de la production et distribution de pommes au travers de beaucoup de coopératives, somme de coopératives basées sur Montauban. Donc, on est parti d'un constat et d'un état des lieux avec un flux. Donc, ça, c'est un outil que vous connaissez très bien dans le Lean, hein, la VSM avec une cartographie du flux. L'idée, c'est pas de zoomer, de tout vous détailler, mais juste de faire le lien en se disant qu'on est parti de problèmes d'informations qui sont mal partagés. Donc, là, dans la partie VSM, c'est la partie du haut. C'est toutes les informations qui nous servent à prendre des décisions. Et en fonction de qui les reçoit, de comment il les reçoit, à quelle fréquence, bah, on peut avoir des impacts dans nos flux physiques. Là, en l'occurrence, ça peut être de deux ordres. Soit j'ai des problématiques entre les producteurs et les stations qui emballent, ou ça peut être le cas dans des usines aussi avec les expéditions. Soit j'ai des problèmes, là, en l'occurrence, aussi avec les clients qui parfois, du coup, ne vont pas recevoir forcément exactement ce qu'ils avaient commandé, en tout cas de la bonne citation. Donc, en fait, on a bien un impact entre le flux physique et les informations qui arrivent. Et l'idée, l'objectif qu'on a eu, là, on était sur une démarche centrée supply chain, comme le montrait Kaby. On fait à la fois de la supply chain, mais aussi du digital. On combine tout ça, et ça, c'est de l'amélioration des flux. Donc, on s'est concentré sur cette partie amélioration des flux.
Et dans le diagnostic, on a fait ressortir, donc là, je suis en fin de phase état des lieux que je vous présenterai en introduction. Et on s'est ciblé sur les 2 premières étapes qui sont ici, d'un point de vue supply, c'est l'amélioration du flux de traitement des prévisions et des planifications associées. Prévisions qui sont en général traditionnellement faites par les commerciaux et planifications faites par la supply. Et inutile de dire que les commerciaux et la supply n'ont pas toujours les mêmes modes de pensée et les mêmes manières de partager les données. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est dans pas mal d'organisations comme ça. Donc l'idée, c'était déjà de se mettre d'accord là-dessus sur c'est quoi notre flux pour qu'on puisse mieux se parler tous les jours. Et puis, dans un deuxième temps, de dire une fois qu'on a calé nos planifications, la saisie de commandes nous pose des problèmes avec les litiges qu'on a vus juste en introduction. Donc là, on va chercher à automatiser des choses qui étaient très lourdes et très complexes pour l'administration des ventes, qui devait saisir des kilomètres et des kilomètres de lignes de commande avec des fichiers pas très simples à lire. Donc, pour aller plus loin sur ces 2 axes, on s'est voté d'aller plus loin avec de l'automatisation et de la RPA qu'on a pu mener avec les technos que nous a amené Alma, sachant qu'on a fait un peu par nous-mêmes et qu'on en fait beaucoup pour nous. Donc, c'était une belle collaboration et on a pu automatiser les données de preuve, de planification jusqu'à la saisie de commande. On a pu utiliser un quand vous faites vos notes de frais ou autre, quand vous prenez en photo, qui permet de reconnaître les caractères et qui permet d'éviter d'avoir des lignes et des lignes de saisie de commande avec les risques d'erreur associés. Alors, comment ça s'est passé en résumé en une page pour aller vite? On a commencé par des outils. Qui fait quoi aujourd'hui? Donc là, vous avez les acteurs à gauche entre les différents services. Et puis en jaune, on ne va pas les détailler là, mais c'est tout le flux des actions de qui doit faire quoi. Donc ça paraît souvent simple quand on est d'extérieur et quand on plonge dedans, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites par chacun. Et puis à chaque fois, on change d'interlocuteur. Et quand on change d'interlocuteur, soit on change de fichier Excel, comme le disait Guillaume, ce qui était plutôt le cas au départ, soit on change de boîte mail avec des temps d'attente d'informations, des difficultés pour y accéder. Et donc, je ne sais plus récolter les bonnes, donc je perds du temps. Et par contre, je passe du temps à chercher les infos plutôt qu'à faire vraiment mon métier. Et ça, c'est tous les post-it rouges que vous avez là et qui sont souvent, comme le disait un autre client, il appelait ça la pastille Valda. C'est là où il pouvait sortir tous ces problèmes et qui sont un peu durs à entendre, mais qui sont la dure réalité du terrain. Une fois qu'on a fait ça, on a repensé notre processus au travers de différentes étapes par rapport à toutes ces problématiques-là et on l'a remis un peu sous cette forme-là. C'est un autre outil que vous connaissez peut-être, de ce qu'on appelle le CIPOC, mais qui nous détaille en gros les principales étapes, surtout quelles données on a en entrée, lesquelles on a en sortie. Donc là, ça permet aussi, quand on travaille avec Elma, de savoir quel est notre modèle de données qu'on va devoir avoir à construire. Mais en tant qu'utilisateur, ça permet de savoir de quelles données j'ai besoin et quelles je vais devoir renvoyer. Et puis le pour qui je travaille, c'est mon client, et qui c'est qui m'envoie les données. Ça, c'est les parties les plus à gauche et les plus à droite. Et du coup, sur chacune des étapes qui sont là au centre, on a pu commencer à maqueter un peu. Alors, il y avait déjà des fichiers Excel, mais il y en a qu'on a fait évoluer. On les a maquettés pour voir un petit peu comment marcherait cette nouvelle fonctionnalité de prévision et de planification. Donc, on a dû se mettre d'accord sur des manières communes de voir les familles de produits, ce qui n'était pas le cas. Et puis, au travers de ces fonctionnalités, on a pu venir mettre le gain de qu'est-ce que ça allait nous apporter d'un point de vue impact métier par rapport à tous les problèmes qu'on a vus juste avant. Ça nous permet à la fois d'être meilleur dans la digitalisation, puisqu'on connaît toutes les datas dont on va avoir besoin, on connaît toutes les règles métiers qui sont là, et en termes de priorisation, pour reboucler, on a l'estimation des gains. Et puis, en troisième étape, là, on a travaillé avec Jérôme et puis la DSI, en l'occurrence du client. Et comme le disait Guillaume, là, à ce moment-là, on peut se faire plaisir sur de la techno et on peut se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher en fonction des contraintes de sécurité, aussi de la DSI qui sont légitimes, en fonction des technos existantes et de l'architecture IT existante. Jérôme et Alma nous ont aidés là-dessus et on qualifie avec eux. Et l'idée, c'est qu'à la fin, là, en l'occurrence, on a gagné 1h30 de traitement de saisie de commande par jour, parce qu'il faut voir que les assistantes recevaient en fait des fichiers soit par mail, un peu par fax ou par PDF, imprimés, et puis ligne à ligne, aller venir saisir les lignes en caractère de 8 avec des formats différents.
aller venir saisir ça dans le système d'information, là où on a mis un mode avec un petit outil qui nous lit directement tous les types de fichiers, les 5-6 types de fichiers, et nous préformate en fait la saisie pour que la personne puisse gérer les affectations ou les sujets qui nous posaient problème, et qu'elle passe plus de temps sur ces sujets qualité plutôt qu'à faire de la saisie de données qualité qui font des données qui font plus mal aux yeux que ce qui nous amène vraiment des bonnes informations. Voilà. Jérôme, du coup, je te laisse nous présenter comment tu as pu nous aider sur ce cas-là. Ouais, merci pour le passage de relais. Ouais, donc, alors globalement, pour juste introduire un petit peu autour d'Alma, donc nous, on aide, on va dire, de façon un peu générale, les entreprises vraiment sur une partie collaborative, c'est-à-dire comment on va travailler ensemble. Alors, ça se passe beaucoup, c'est souvent à travers soit des documents, soit des données, voilà, soit un mix des deux, assez souvent. Et puis, on va parler aussi potentiellement des workflows. Donc là, c'est plutôt le côté process métier, l'intelligence, on va dire l'enchaînement des étapes. Et puis, une fois qu'on a tout ça, c'est souvent les aspects indicateurs qui viennent, on va dire, dans un second temps. Voilà, mais qu'on pose souvent quand même en prémisse, parce que c'est un peu ça qu'on veut suivre, on va dire, à la fin. Donc, de bien se poser les bonnes questions pour ces approches-là. Donc, moi, je vais vous parler de ces choses-là de façon un peu générique. Voilà, alors, il y a dans le cas Bluewell, on va dire, on a utilisé les plateformes, donc Microsoft, pour répondre à ça. Donc, je vous montrerai quelques exemples après. Et l'idée, en fait, c'est de vous parler, voilà, sur cette approche générique, vraiment des plateformes low-code. Dedans, il y a deux choses à définir. C'est l'aspect plateforme. Donc, plateforme, c'est vraiment un outil un peu global. Tout à l'heure, on parlait de multiples outils, on parlait de plein de fichiers Excel. Ouais. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir plein d'outils, d'avoir une plateforme qui soit là, capable de répondre, on va dire, alors, à un maximum de besoins. On ne saura pas répondre à tout, voilà, mais on saura répondre malgré tout à un grand nombre de besoins et surtout de façon simple. Et c'est ça vraiment l'idée, on va dire, de ces plateformes un peu de nouvelle génération. Et la deuxième partie autour du low-code, on entend aussi parler de no-code des fois. Donc, il y a ces deux approches-là qui sont intéressantes. Le no-code, ça va vraiment être la possibilité de matérialiser des applications, voilà, comme expliqué, hein, autour d'interfaces graphiques, vraiment d'être sur du paramétrage, de faire du clic, ce qui va permettre de déporter, entre guillemets, la réalisation des applications vers des équipes qui ne sont pas des développeurs à la base, plutôt des équipes métiers. Mais on aime bien de notre côté avoir l'approche low-code, c'est-à-dire d'avoir cette capacité d'étendre malgré tout les applications avec un peu de code. Et ça va nous permettre, toujours pareil, avec cette loi un peu de Pareto, avec 20% on va dire, de code, on va pouvoir réaliser des fois 80% des besoins. Donc c'est là où on a un peu d'intérêt à avoir cette extensibilité au travers du code. Et donc, au travers de ça, on va avoir cette capacité à créer rapidement des applications, créer rapidement des prototypes, mettre visuellement des applications dans les mains des utilisateurs pour qu'ils se rendent compte, en fait, si on est sur le bon chemin ou pas, et donc d'éviter cet effet tunnel que Michael a bien présenté, on va dire, dans les slides au début. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on cherche à faire au travers de ces plateformes nouvelle génération. Ce qu'on va retrouver dans les plateformes de façon, on va dire, un peu globale, encore une fois, chaque plateforme va avoir ses points forts, ses points faibles. Donc, une plateforme ne saura pas forcément toujours répondre à tout. Mais les briques principales, c'est on va retrouver tout ce qui est aspect workflow. Voilà, donc de pouvoir dessiner visuellement des processus, de pouvoir avoir les enchaînements des différentes étapes. On en parlait tout à l'heure, la commande, elle va être déjà saisie par les ADV, ça va être passé au niveau du commerce pour une validation, ça va être envoyé en logistique, ça va être ressaisi dans le RP à la fin. Voilà. Donc tout cet enchaînement-là, il faut amener l'intelligence, on va dire, dans l'application. Toute la partie collecte de données ou validation de données, ça va être au travers des formulaires. Donc, de pouvoir concevoir des formulaires facilement, de pouvoir les faire évoluer aussi facilement par la suite. De mettre à dispo tout ce qui va être tableau de données. Donc là, ça va être un remplacement, on va dire, bête et méchant des listes Excel que vous avez aujourd'hui, voilà, de façon assez simple, mais où on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les approches. Voilà, j'ai quelques exemples sur les slides d'après. Tout l'aspect indicateur, voilà, encore une fois, le but, ça va être aussi de piloter l'application, piloter les activités. Donc, on va avoir besoin de ça, d'avoir un aspect de connexion au système d'information. Tout simplement, on va avoir besoin de récupérer la liste des clients, la liste des commandes, d'aller passer ces informations-là des fois dans le RP. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse échanger les données facilement.
avec les équipes de la DSI, hein, encore une fois, parce qu'il y a tout un aspect de gouvernance de la donnée qui est important à garder dans le cadre de ces projets-là. Voilà, on n'est pas en train de travailler, on va dire, que côté métier. Il faut qu'il y ait un échange qui soit bien complet à tous les niveaux. Et puis le dernier point, c'est le côté la création des écrans utilisateurs, encore une fois, de pouvoir concevoir des écrans qui répondent. Voilà, ça avait bien été dit tout à l'heure, des fois dans un même service, on va avoir des besoins qui peuvent être différents. Et bien de pouvoir concevoir des fois des écrans qui peuvent être différents, personnalisés pour chaque personne, chaque équipe, ça va être aussi un point fort de ces plateformes-là, de pouvoir répondre de façon très très fine sur les besoins. Donc, je vais faire deux focus avec d'un côté l'approche data, où là, on va être très proche des aspects Excel. Donc là, c'est tout simplement une liste qu'on va retrouver sur une plateforme 365, dans une liste SharePoint. Hein, voilà, de voir, on a la même chose qu'un fichier Excel, ce que vous avez aujourd'hui. La grosse différence, en fait, c'est que là, vous avez quelque chose qui est centralisé. Un fichier Excel, vous allez avoir plusieurs fichiers Excel sur plusieurs postes. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une liste consolidée, complète pour tout le monde. Donc en termes de qualité de données, en termes d'accès simultané aussi, vous allez pouvoir faire ça. Et malgré tout, vous allez pouvoir garder cet aspect de pouvoir éditer plusieurs lignes en même temps, de pouvoir faire des copier-coller, etc. Donc tout cet aspect coopératif, collaboratif qu'on veut garder au travers de ces écrans web. Et puis, si on va aller un petit peu plus loin dans les approches un peu plus visuelles, ça va être aussi de pouvoir mettre en forme des choses, d'avoir vraiment de la lecture visuelle, de voir tout simplement avec des étiquettes, des codes couleurs, voir des choses un peu plus graphiques sur les niveaux d'avancement, etc. Donc ça, on peut concevoir des choses très très facilement juste avec du paramétrage dans les différentes listes. Comme je le disais, c'est aussi des fois des notions documentaires. Voilà. On peut être, entre guillemets, très focus data, mais on peut être aussi des fois autour des documents. Voilà, d'avoir un document à valider, que ce soit un cahier des charges, que ce soit une demande client, une exigence. Voilà, comment on la trace, comment on la catégorise, comment on s'assure qu'on est bien allé au bout du suivi de l'exigence et qu'elle a bien été prise en compte et intégrée. Et d'avoir aussi, comme on l'a mis là, tout simplement aussi des notions de date limite avec potentiellement. On peut avoir aussi de l'automatisation pour faire de la relance, faire de l'escalade, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des scénarios qu'on va pouvoir mettre en place dans la plateforme. Et puis aussi une vue que je trouve un peu sympa, plutôt côté Kanban, voilà, qu'on a retrouvé aussi sur les approches, sur les écrans d'avant. Voilà, pareil, d'un point de vue digitalisation, on va pouvoir retrouver ces écrans-là qui vont nous permettre tout simplement de coller d'un point de vue digital à des pratiques des fois qu'on a tout simplement sur des tableaux ou des tableaux blancs où on vient déplacer des étiquettes, on va pouvoir aussi le modéliser sur ces écrans graphiques. Voilà. Au-delà des approches data, on a aussi l'approche plutôt process. Donc là, avec un autre exemple, on va retrouver dans le processus à la fois des choses qui sont plutôt de l'ordre, on va dire, des formulaires, qui sont plutôt les approches bleues, voilà, sur lesquelles on va pouvoir dessiner des formulaires sur une demande d'achat, là, tout simplement, qui est à l'écran, d'avoir tout simplement des tests, etc. Et d'avoir aussi des automatismes. Donc là, ça va plutôt être les boîtes, on va dire, violettes, qui vont permettre sur des automatismes, soit d'aller faire des alertes mail, soit d'aller faire de la création de fichiers, soit d'aller faire de l'intégration de données dans le SI. Mais on voit bien sur ces approches processus, par contre, que la lecture en est grandement simplifiée, c'est-à-dire qu'on comprend très vite ce qui se passe dans le système, on est capable d'intervenir très vite, de le faire évoluer très vite, c'est-à-dire en faisant des petits glissés-déposés, en tirant des flèches là où ça va bien. Voilà. Et on est capable vraiment de le modéliser, de le faire évoluer, on va dire, avec l'évolution tout simplement des équipes, des métiers, des process dans l'entreprise. Voilà. Et puis le dernier point, qui est plutôt autour de la partie data. Voilà, c'est une fois qu'on a collecté toute cette donnée, parce qu'en fait, au final, on collecte beaucoup de données. Ce qui est intéressant, c'est de l'exploiter. Voilà. Et c'est là aussi où, on va dire, on se rejoint avec les consultants Excel. C'est vraiment sur cet aspect exploitation de la donnée, et où on a un travail conjoint. À la fois, nous, on vient apporter la donnée, la structurer, mettre en place tous les entrepôts de données qui vont bien pour pouvoir l'exploiter. Et ensuite, on passe la main à Michael ou à Guillaume, tout simplement pour exploiter cette donnée. Voilà. Voilà. Et nous, comme le disait Mickaël, on est aussi utilisateur, et puis vu que souvent c'est du low-code ou du no-code, on va souvent amorcer ce fichier de business intelligence, ces vues-là, depuis le diagnostic. Ça permet aussi au client de voir que finalement, il a quand même pas mal d'infos chez lui, et qu'on peut déjà faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, pourquoi faire, hein, parce que des infos, il y en a un petit paquet. Déjà, piloter l'activité, donc en mode animation intervalle court, c'est d'avoir les visus pour l'ensemble des équipes, qui sont des équipes potentiellement aussi en télétravail, qui sont potentiellement multisites. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui peut être connectable depuis n'importe où. Donc voilà pour la partie animation.
On va aussi piloter le plan industriel et commercial, le plan de prod, parce qu'on va avoir les visuels qui vont bien. Et ces visuels-là, en plus, on va pouvoir les modifier au besoin, en temps réel. Et puis derrière, si on détecte des écarts, le but, c'est de résoudre les problèmes. Hein. Donc, on a un affichage rapide, on détecte les écarts, et on agit, résolution de problème, d'une manière méthodique. Et puis, pour aller plus loin encore derrière, c'est aller chercher des nouveaux projets de percée, démarrer de l'analyse de données. Mickaël le disait, on fait du Lean, on fait de la supply, on fait aussi du Six Sigma. Hein. Donc, je vois une question. Oui, effectivement, c'est Power BI au niveau des vues là. Et donc, si on va aller faire chercher du Six Sigma, chercher des outils statistiques au-delà des outils graphiques, on peut intégrer des scripts avec du R. Power BI potentiellement peut aussi intégrer du Python. Et puis en fait, il y a plein de modules qu'on peut télécharger en plus dans Power BI qui permettent de faire de l'analyse. Oui, donc je vais rebondir sur ce que disait Mickaël, c'est-à-dire que le digital, le numérique, les nouveaux besoins, ça amène aussi les directions des systèmes informatiques à se reconfigurer. Donc, comment on se positionne finalement entre l'utilisateur et puis le développement. D'avoir aussi les architectures techniques qui permettent de le faire. Hein, c'est ce que disait Jérôme, hein, les plateformes qui permettent d'être agiles. Donc, je parlais cybersécurité et puis je te laisse continuer. Ouais, l'idée, c'est effectivement de se dire notre service système d'info, il va vraiment devoir se repositionner, il va passer d'une fonction plutôt service support dans lequel il amener des outils informatiques à je vais devoir amener une nouvelle valeur parfois pour nos clients avec des configurateurs de commandes, avec des nouveaux services qui ont été créés. Et en parallèle de ça, il va devoir composer avec son architecture technique qu'il a, comme le mentionnait Jérôme, qui n'est pas forcément celle qu'on voudrait avoir, mais n'empêche que c'est avec ça qu'on va faire. L'idée de mettre des plateformes un peu plus évolutives est intéressante, effectivement. Et en complément de ça, je vous l'ai dit en introduction, l'idée, c'est de mieux gérer la pénurie de développeurs, parce qu'il n'y en aura jamais assez par rapport à notre besoin, et de faire monter en compétences à la fois d'un point de vue le service lui-même entre les développeurs et aussi les compétences métiers. Et finalement, la DSI va se retrouver à être plus apporteur de cubes de données quelque part et accompagner les métiers dans comment mieux s'approprier la donnée et comment arriver aussi à se l'approprier soi-même pour les faire évoluer. Donc, chacun va venir progresser là-dessus. Je vous l'ai dit juste avant et je n'arrive pas à avancer, c'est tout bon. L'idée, c'est de tester ça, et ça, c'est la méthode la plus classique de ce qu'on peut avoir dans 80% malheureusement 80% des diagnostics. C'est que vous avez d'un côté des équipes qui vous expliquent que les projets, ils sont trop longs, je ne sais pas où ils en sont, les outils sont trop rigides et je ne sais pas les faire évoluer. Donc, même si je fais mon AIC tous les jours, c'est sympa, mais dès que j'ai une évolution, je ne l'aurai jamais. Donc, finalement, pourquoi continuer à mettre du digital? Et puis, de notre côté, les services informatiques sont, eux, satellisés en termes de demande. Et même quand ils ont développé, il y a 2 semaines, malheureusement, à la fin, le système n'est même pas recetté parce que derrière, le métier n'est plus disponible et est passé sur d'autres sujets. Donc ça, c'est aussi beaucoup de frustration dans les équipes informatiques en parallèle des équipes métiers. Donc, comment est-ce qu'on va casser ça? On l'a dit depuis tout à l'heure, hein, la valeur commune qu'on a, c'est sur l'intelligence collective et sur se dire, c'est pas forcément les plus coûteux qui rapportent le plus. Et c'est toujours le même sujet, c'est est-ce qu'on fait de l'informatique pour amener de l'outil parce que c'est technologiquement joli, ça a un certain sens. Simplement, ça vous satellise des ressources qui sont déjà très rares et du coup, d'aller chercher les sujets qui ont le maximum d'impact avec le minimum d'efforts informatiques et aussi de ensemble entre les équipes métiers et l'équipe IT sur et finalement c'est quoi le prochain que je dois lancer par rapport à mes enjeux. Alors là, à ce moment-là, on a vraiment commencé à casser le silo et on va pouvoir avancer. J'ai pris un exemple avec une autre cliente bâtie il n'y a pas très longtemps que je trouve vraiment en introduction. Et là, je trouve que le visuel construit est remarquable avec une partie gauche qui est la réserve. Donc là, c'est tous les métiers et tous les besoins.
Donc là, elle gérait vraiment la pénurie avec la priorisation sur chacun des métiers. Et donc ça, chaque étiquette est en fait un besoin sur une évolution, donc très ciblé, très bien défini. Et je m'interdis d'aller plus loin si jamais je ne vais pas le lancer dans mon prochain sprint, si jamais mon besoin n'est pas clair. Pourquoi? Parce que sinon, il se passait quoi à ce moment-là? Ah, j'ai une personne qui dit qu'on ne voit pas. Si on ne fait pas ça, on va se retrouver à avoir des choses qui arrivent en production ou en recette, mais qui ne sont pas bonnes, qui vont revenir au début. Donc, on a besoin de mieux clarifier le besoin et puis de venir lancer les prochaines évolutions en fonction de la capacité qu'on a et pas en fonction de tout ce qu'on voudrait faire. C'est juste pas possible. Et là, du coup, vous allez vous interroger sur qu'est-ce que je vais passer dans ma prochaine itération, comme on le voyait tout à l'heure. Et d'un point de vue développeur, la conséquence, c'est que j'ai beaucoup moins de choses qui sont en cours, exactement comme sur nos ateliers de fabrication. Et les étiquettes, les couleurs, ce qui était génial, c'est que c'est les personnes, les développeurs eux-mêmes qui ont mis leurs couleurs et les personnes eux-mêmes qui voient ce qui va arriver. Donc ça, c'est déjà vachement bien de faire ça en introduction. Et puis, on va venir lancer que ce qui est nécessaire, que ce que je peux faire. Donc ça, c'est vraiment la clé pour désiloter. C'est un pilotage différent et décloisonné. Et puis là, il y avait des revues régulières du pipe, toutes les semaines en fonction des services ou tous les mois en fonction de la charge. Et finalement, elle avait bâti tout son plan d'amélioration et de projet par rapport à sa capacité ici et pas par rapport à tout ce qu'on voudrait faire parce que c'est juste pas possible. Et je trouve que ça inverse vraiment la manière de voir les choses et de le penser. Et ça, c'est le premier pas pour aller construire des solutions plus simples techniquement, mais avec beaucoup plus d'impact. Et ça, c'est clairement du combo. Ouais. Voilà, nous arrivons à la conclusion. À la conclusion, donc ce que je disais, hein, c'est vrai qu'une demande bien définie et bien travaillée ensemble, ça fait gagner du temps. C'est bizarre. Là, c'est bizarre, mais ça marche. Donc oui, le digital, c'est de la technologie, mais c'est avant tout au service des humains et des équipes. C'est de la transformation, donc ça s'accompagne hein, quand on commence à parler de changement, qu'on commence à parler d'automatisation. Derrière, il y a pas mal de questions qui s'ouvrent. Qu'est-ce que va être mon job? Est-ce que je vais perdre mon job ou pas? Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un accompagnement et c'est des outils au service des équipes. Les flux, les processus, nous, ce qu'on vous conseille, c'est bien de les repenser avant de les digitaliser, parce que digitaliser un gaspillage, c'est un gaspillage digitalisé, potentiellement figé, parce que vous n'allez peut-être pas refaire du dev, et potentiellement figé pour longtemps, hein, parce que le coût des fois de reprog, il n'est pas négligeable. Digitaliser ce qui est les autoroutes, hein, ce qu'on fait tout le temps, et puis vous ferez en manu ce que vous faites moins, et puis les exceptions. Hein, ça marche bien, hein, c'est en vrai. Hein, ça, des fois, on a peur de le faire, mais allez-y comme ça. Des outils, il y en a pas mal. Allez chercher plutôt des outils qui soient modulables ou modulaires, qui soient facilement interfaçables entre eux, qui soient assez simples. Hein, c'est ce que montrait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire que un utilisateur, il peut assez facilement modifier ses interfaces et aller chercher ce qu'il a besoin, et puis les penser par fonctionnalité attendue. Plutôt que le fameux système complet, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, et puis de toute façon qui ne sera jamais complet, et qui ne sera peut-être pas terminé. Donc le but, hein, l'objectif là-dedans, c'est garantir vos retours sur investissement, et puis créer l'adhésion, et puis donner envie de continuer comme ça. Exactement. Et du coup, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt de travailler ensemble sur ces sujets-là. Nous, on est indépendants, on n'est pas un intégrateur, on n'est pas un développeur, on fait des premiers développements, mais après, on fait appel à des amis. Et c'est ça notre force. On est là en amont pour clarifier votre besoin et éviter de digitaliser des gaspillages parce que c'est quand même plus sympa pour les équipes dans le temps. C'est comme ça qu'on va pouvoir durer, comme ça qu'on va pouvoir propositionner le digital. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre les gains avec une somme de produits minimum viables qui ne sont pas forcément des choses qui vont rester dans l'organisation. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un minimum viable que ce n'est pas robuste. Il faut juste bien se le dire et se le préciser aussi. Donc, on est aussi en capacité à vous aider sur la partie sélection des éditeurs, des fournisseurs ou des partenaires, comme on peut le faire avec la somme des clients qu'on peut avoir et des partenaires. Et puis enfin, vous l'avez vu, on intervient régulièrement en support des DSI
pour reclarifier la vocation et repositionner la DSI un petit peu différemment parce que les enjeux maintenant le nécessitent, parce qu'on a besoin d'avoir des métiers qui ont déjà des compétences et qu'elles s'expriment plus, et notamment des compétences générationnelles. Et on a quand même encore aujourd'hui des décideurs qui sont plutôt dans un profil quinca et pas forcément digital native, et on parle de génération X, Y et Z, et puis des nouvelles générations qui sont X et qui sont dans d'autres attentes dans les équipes, donc on ne met pas les mêmes choses derrière le digital en fonction de notre âge, et je peux me mettre aussi dans le grand âge. Donc c'est important qu'on et du coup de travailler cette culture du pilotage du projet pour le faire de manière plus commune et des choix conscients et communs. Pour éviter d'avoir des outils qui sortent parce qu'ils étaient bien vus sur LinkedIn, mais malheureusement pas calables dans nos process en fait. Donc voilà l'intérêt de bosser ensemble et ce qui a fait que ça a marché chez Google comme chez d'autres, et comme on le fait encore avec Alma sur d'autres clients. Voilà, il est 11h57, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires, il y en a eu quelques-unes. Pas beaucoup non plus, alors soit c'était clair, soit j'espère que ce thème-là vous parle quand même et que vous avez appris des choses aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, il y a une question qui va me permettre d'appuyer, c'est la question du ROI. Je pense que, enfin, en tout cas, dans les projets qu'on mène, de la façon dont on les mène, je pense qu'on a toujours un ROI. En fait, c'est ça et c'est aussi pour ça qu'on les mène, justement, en appuyant sur le principe de MVP, Minimum Viable Product, enfin, ou de produit minimum viable. En fait, je pense que c'est le concept de base qu'il faut bien intégrer. C'est-à-dire que souvent, on a tendance, et c'était, on va dire, une des tares côté informatique, peut-être il y a 15-20 ans, c'était de vouloir toujours tout faire et de couvrir toutes les problématiques autour d'un sujet. Et quand on parlait d'autoroute, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est de se contenter, entre guillemets, de digitaliser, on va dire, la plus grosse partie, la partie majeure, en tout cas, qui va répondre au plus grand nombre de problématiques, et de ne pas se concentrer en fait sur tous les points de détail, toutes les spécificités, les anomalies, etc. Parce qu'en fait, c'est là où on va gaspiller du temps, on va gaspiller de l'énergie et où on n'ira pas au bout. Voilà, ça, c'est sûr. Par contre, si on se contente de digitaliser le produit, le MVP, comme on l'a fait chez Bluewell, hein, c'est un projet. Alors, encore une fois, il y a eu du travail en amont qui a été fait par les équipes Pixel, mais d'un point de vue digital, c'est un tout petit projet. Vraiment très petit projet qui a été fait en très peu de temps. C'est, on va dire, une dizaine de jours pour arriver à digitaliser, on va dire, un suivi de commandes, suivi de production, enfin, ce qui est assez énorme. Et par contre, le ROI est assez dingue au bout du compte quand on compte 1h30 de gain, juste ce temps-là, sur, on va dire, 5 à 10 personnes. Enfin, vous dégagez quasiment un ETP juste en faisant un petit projet de 10 jours. Enfin, je pense qu'en termes de ROI, et je prends qu'une partie du projet, quoi. Ouais, exactement. Mais ça rejoint notre approche dans le Lean pour conclure également sur la partie mesure. C'est est-ce que dans la phase de définition, et quand j'aurai fini mon projet, qu'est-ce que je vais gagner? Si on ne se le dit pas dès le départ, on ne sera jamais capable de répondre à la fin. Et en fait, c'est exactement là que les méthodes elles se rejoignent. Et c'est là que vous allez vous dire, mais finalement, ce n'est pas la plus grosse techno qui va vous donner le plus gros gain. Donc, c'est difficile pour les équipes, y compris de développement, de le voir comme ça. Et quand on intègre aussi depuis le diagnostic, on les voit les gains, on les voit plus vite aussi. Exactement. Donc, et parfois de se dire, et finalement, si on ne fait pas le projet, on s'aperçoit qu'on ne perd pas forcément grand-chose non plus à renoncer à certaines choses. Mais bon, si ce n'est à des envies importantes. Même s'il faut les suivre de temps en temps, parfois. Voilà, je vais conclure là-dessus. Et merci Pascal pour votre témoignage en disant que c'était clair et représentatif du quotidien, parce que ça fait partie de notre vie. Merci à vous. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bon. Voilà, on a eu des petits problèmes techniques, c'est les aléas du direct, mais franchement, on s'en sort très bien au niveau du timing, donc c'est top. Merci en tout cas à tous les trois pour cette animation. Merci à tous pour votre participation. Je vous affiche juste une dernière slide pour les prochaines dates de nos webconférences. Du coup, on en aura encore 2 pour cette fin d'année. On en aura une le 17 novembre sur le Lean et la transition écologique, sujet d'actualité. Et nous aurons également la dernière webconférence de l'année qui sera le 15 décembre sur comment la démarche statistique
peut booster la productivité de votre entreprise Lean. Voilà, c'est les 2 dernières dates de l'année 2023 et les prochaines dates 2024 arriveront prochainement. Voilà, écoutez, j'affiche juste cette dernière slide pour vous dire que si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous avez tous mon adresse mail, donc vous pouvez tout à fait m'écrire. Je transférerai vos questions. Vous pouvez également nous contacter sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. On répondra à vos questions avec plaisir. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines webconférences et je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Merci, Ed. Au revoir. Au revoir. Merci pour l'invitation, à bientôt. Salut Jérôme.